Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Tasson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la nutrition et du bodybuilding et pourquoi un régime carnivore peut s'avérer très efficace dans ce contexte, dans une série donc de 2 épisodes se concluant par celui-ci. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, il est disponible sur la chaîne sous le même nom avec marqué 1 sur 2 et non 2 sur 2 dans le titre. Et en parlant du dernier épisode, on avait conclu le dernier épisode en parlant d'un problème et d'un des points qui est assez énervant et qu'on entend souvent, qui était voilà, de blâmer entre guillemets les personnes qui étaient en surpoids parce qu'elles ne faisaient pas assez d'exercice et qu'elles mangent trop, etc. Alors que, c'est juste que, pour, pas mal d'entre elles, c'est juste qu'elles pensent bien manger parce que, elles mangent ce qui est, recommandé, mais qu'en fait, comme, on nous a menti et qu'on continue de nous mentir, eh bien, ces personnes malheureusement, continuent de s'empoisonner et de rester, malades. Mais, donc on va, parler d'un autre problème après celui-là, c'est que, de nos jours, manger est devenu un divertissement au même niveau que la télévision, la drogue, l'alcool, alors que c'est juste, censé être un moyen de donner à notre corps les nutriments et les vitamines dont il a besoin. Et c'est pour ça que lorsque vous avez faim et que vous mangez une bonne côte de bœuf, vous allez vous dire que c'est super bon à la première bouchée et plus vous allez en manger, moins ça va être bon tout simplement, car vous êtes en train de remplir les besoins en nutriments et en vitamines de votre corps, et donc il vous indique par le goût le moment où il a eu tout ce dont il avait besoin. De plus, c'est pour ça que certaines nourritures sont amères. C'est tout simplement notre corps qui nous dit qu'il n'en a pas besoin et que l'on doit arrêter d'en manger et de sortir tout de suite cette nourriture de notre bouche car ça n'a rien à faire ici. L'amertume vient eh bien des toxines que peuvent contenir ces nourritures justement et qui sont donc interprétées, par le cerveau comme l'amertume, ces toxines et donc qui nous disent, «Crache ça hors de ta bouche». En réalité, c'est plutôt simple, lorsqu'on mange le régime adapté à son espèce, il n'y a même pas besoin de passer 8 heures à la salle par semaine pour être en forme et avoir un bon physique. De même, si un être humain mange le régime adapté à son espèce, il ne devrait avoir aucun problème au niveau de sa dentition, par exemple. Les êtres humains pré-agriculture n'avaient pas de dentifrice ni de brosse à dents, et pourtant ils avaient des dents fortes et des dents en bonne santé. Et même si vous faites partie des gens qui disent que ces êtres humains mourraient à 35 ans, ce qui d'abord est faux, mais ce n'est pas le sujet de cet épisode, comment expliquez-vous que des enfants de nos jours, qui ont donc beaucoup moins de 35 ans, peuvent avoir des caries et perdre des dents avant leurs 10 ans si on ne faisait rien pour réparer ça et empêcher ça? Mais après, ça ne doit sans doute pas être lié à l'alimentation, de ces enfants. Ça doit être parfaitement normal de perdre, les dents et d'avoir des caries avant ses 10 ans, sachant qu'on doit vivre, 7 à 8 fois plus longtemps. Voilà, donc merci de ne plus, tenir, ces arguments, s'il vous plaît. Une pratique simple pour vous convaincre d'ailleurs que la viande est bonne pour votre santé, c'est de se demander ce que l'on mangerait si nous étions perdus dans la montagne, la jungle ou la savane.
des plantes qui ont 90% de chances de nous tuer en plus de ne pas nous nourrir, ou bien des animaux, donc de la viande ou du poisson. Qu'est-ce que vous choisirez? Je ne sais pas, mais je pense que ça paraît assez logique. De plus, les légumes tels qu'on les connaît aujourd'hui, les huiles végétales qu'on nous incite à consommer quotidiennement, euh, car elles sont soi-disant bonnes, et les légumes aussi d'ailleurs sont soi-disant bons pour la santé. Les légumes tels qu'on les connaît aujourd'hui, encore une fois, ils n'existaient pas il y a 120 ans, donc ils n'existaient pas au cours de l'évolution de l'espèce humaine. Et puis les huiles, les super huiles végétales qui sont censées être super bonnes pour votre santé, et notamment parce que il y a très peu d'acides gras saturés, et que yes, ça ne fait pas augmenter votre cholestérol, etc. Ces super huiles végétales, à la base de la base, elles ont quand même été confectionnées pour lubrifier des machines dans des usines, d'accord? Donc si vous pensez que les huiles végétales, peut-être pas l'huile d'olive, c'est peut-être la seule qui sort un peu du lot, mais toutes les autres, tournesol, colza, palme, etc., tous ces dérivés-là, ça vient simplement des premières huiles qui ont été faites et qui étaient à la base faites pour lubrifier des machines, d'accord? Des rouages en fer, notamment. Pourquoi est-ce que on mettrait ça dans notre corps? C'est une très très bonne question. Et les chiffres nous montrent bah, que c'était pas une super idée, étant donné l'épidémie d'obésité, de maladies chroniques, et de toutes ces maladies modernes et toutes ces maladies humaines que l'on a de nos jours. En outre, le concept de la nature, c'est une histoire de tuer ou d'être tué. Cela est vrai pour les animaux qui sont capables de se défendre ou de fuir, mais les plantes ne sont pas en mesure de courir, donc elles ont des mécanismes chimiques via des toxines, dissuadant les autres espèces de les manger et ainsi pouvoir faire prospérer leur espèce, bien évidemment. C'est pas parce que les plantes sont immobiles qu'elles sont sans défense pour autant. Euh, voilà, les animaux, ils ont leur propre mécanisme de défense. Les, euh, les plantes aussi. J'ai évoqué au début de ce podcast, du premier épisode de cette série, plusieurs bodybuilders carnivores, et nous allons nous intéresser donc à l'un d'entre eux, Richard Smith. Donc Richard Smith, il a gagné plusieurs compétitions de bodybuilding en Angleterre, malgré sa petite taille. Et il a aussi été champion d'Europe, en plus d'avoir fait de très nombreux podiums. Il avait un physique tellement propre que les gens disaient enfin qu'il prenait des stéroïdes, alors que la seule chose différente qu'il faisait, c'était de suivre un régime carnivore. De plus, il a accompli tous ses succès en très peu de temps, ce qui met en évidence l'avantage compétitif qu'un régime carnivore peut donner, sachant qu'en plus, ce Richard Smith, avant de découvrir le régime carnivore, c'est un peu comme Tim Noakes qu'on avait évoqué dans le tout premier épisode concernant la nutrition, le tout premier épisode du podcast concernant la nutrition. euh, qui doit s'appeler nutrition et performance physique, quelque chose comme ça. Eh bien, tout comme Tim Noakes, Richard Smith, il était diabétique et un peu en surpoids, alors que il suivait les règles. Voilà, il mangeait ce qu'il pensait être bon pour sa santé. Voilà, il mangeait le régime
soi-disant, adapté et puis, voilà, il s'est retrouvé au final, avec un diabète de type 2, il était en surpoids et cetera et puis il a réussi à accomplir, donc toutes ces choses, à gagner plusieurs compétitions et à faire, pas mal de podiums en bodybuilding, tout ça grâce, eh bien, à un régime carnivore. Donc, simplement en mangeant ce qui est bon pour votre corps, vous êtes en mesure d'augmenter vos niveaux d'hormones, mieux que si vous prenez des stéroïdes, et c'est ce qui est arrivé à Richard Smith, qui a réussi à battre des personnes, plus gâtées, finalement, génétiquement que lui, grâce à, son alimentation. De plus, Richard Smith, il a développé le concept des 3 piliers de la performance athlétique. Le premier pilier, c'est, le ratio puissance-poids. Donc ça, c'est le taux de graisse corporelle faible, c'est un taux de graisse corporelle faible, et des muscles plus secs. Donc c'est être plus puissant tout en restant, léger. Le deuxième pilier, c'est réparer, reconstruire et récupérer. Donc ça, c'est, apporter des nutriments de qualité et des nutriments biodisponibles pour votre corps. Et enfin, le troisième pilier, c'est, une énergie sur commande, donc c'est de l'énergie, illimitée et tout ça, bien sûr, grâce à, l'alimentation, grâce au régime, alimentaire. Imaginons ensemble à quoi ressemblerait une assiette saine selon, les standards, actuels. Donc, ce serait une assiette dans laquelle il y aurait des pâtes, des tomates, des brocolis, des haricots, des épinards et du poulet sans la peau, bien sûr. Le tout agrémenté d'une petite sauce vinaigrette. Maintenant, voyons les choses qui ne vont pas avec cette assiette, en, regardant donc les 3 piliers, cités, précédemment. Donc le premier pilier, c'était le, ratio, puissance-poids, c'est être plus puissant tout en restant plus léger. Donc pour ce premier pilier, ce qu'on peut dire, c'est que tous les glucides, et je dis bien tous, tous les glucides se décomposent en sucre dans notre corps. Les sucres lents venant des pâtes se décomposent en glucose et ce glucose est stocké dans les muscles et dans le foie sous forme de glycogène. Glycogène qui est utilisé comme un carburant pour vos séances de sport notamment. Mais les stocks de glycogène ont une limite et lorsqu'ils sont pleins, le glucose restant est stocké sous forme de graisse et c'est comme ça que, que notre corps stocke les graisses. Ça n'est donc pas à cause de la surconsommation de graisse que l'on prend du gras, mais bien à cause de la surconsommation de glucides. Sachant que, premièrement, c'est très dur de consommer beaucoup de graisse, beaucoup de gras, à part peut-être si vous prenez beaucoup trop de nourriture industrielle pleine d'huile végétale, mais on va parler de gras, là quand on parle de gras, on parle de gras animal, donc du beurre, du suie de bœuf ou tout simplement voilà, de la graisse que vous pouvez trouver dans les morceaux de viande, hein, tout simplement la graisse des animaux. C'est très dur déjà d'en consommer beaucoup et si vous en consommez trop, la plupart du temps, ça va juste finir en caca liquide. Vous allez juste le rejeter de votre corps par voie intestinale avec un caca qui sera beaucoup trop liquide, mais au moins vous vous débarrasserez de ce gras, vous ne le stockerez pas. Contrairement aux glucides qui vont donc induire le stockage de graisse. De plus, manger des glucides va faire augmenter vos niveaux d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui, lorsqu'elle est présente en grande quantité, ce qui est le cas bien sûr lorsque vous mangez des glucides, c'est une hormone donc qui empêche de brûler les graisses. C'est donc une hormone de stockage qui veut que vous stockiez de la graisse.
Ensuite, s'il y a bien un ingrédient que vous devez bannir à tout prix de votre alimentation, en plus des glucides, ce, ce sont, comme on en vient déjà d'en parler, les huiles végétales, que ce soit l'huile de palme, l'huile de colza, l'huile de tournesol, toute autre huile, même peut-être l'huile d'olive, parce que les huiles végétales ne sont pas bonnes. Parce que, comme je l'ai dit, les huiles végétales, elles ont été inventées à la base pour la lubrification des machines industrielles dans les usines et elles ont ensuite été introduites dans notre régime alimentaire depuis à peine plus de 100 ans et votre corps, il n'est pas en mesure du tout de les utiliser et elles causent par conséquent d'énormes dommages au niveau du foie notamment et participent à la résistance à l'insuline, en particulier à cause des oméga 6 présents dedans. Oméga 6 qui sont associés à la prise de poids chez les humains et chez les animaux. Oméga 6 qui sont également associés à l'augmentation de la résistance à la leptine. Leptine, on en a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne et dans le podcast. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. Donc, c'est-à-dire que c'est l'hormone qui nous indique que l'on a suffisamment mangé. Et donc, si vous avez de la résistance à la leptine, ça veut tout simplement dire que vous n'allez pas avoir cette sensation et vous n'allez pas avoir ce signal comme quoi vous avez suffisamment mangé, ce qui va faire que vous allez plus manger. Ce qui veut dire que ces huiles végétales avec lesquelles on nous dit de cuisiner, concrètement, elles disent à notre corps de stocker du gras, littéralement. Et de plus, les lectines présentes dans les sources de glucides, comme les céréales, le pain, les pâtes, peuvent causer jusqu'à 5 fois plus de stockage de graisse que l'insuline toute seule. Les lectines, elles bloquent aussi la leptine. Donc, si nous voulons respecter le premier pilier, il ne faut ni manger des glucides, ni des huiles végétales, car cela ne vous aidera absolument pas à perdre du poids et à être sec, bien au contraire. C'est aussi une des raisons pour lesquelles le concept de calories consommées versus calories dépensées est complètement stupide, tout simplement parce que pas toutes les calories se valent, pas toutes les calories que vous allez apporter à votre corps vont avoir les mêmes, engendrer les mêmes réactions chimiques dans votre corps, ce qui donc est complètement stupide de penser à cette idée de calories consommées, calories dépensées. En anglais, c'est calories in, calories out. Euh, voilà, donc ce concept, il est complètement stupide. Et il faut arrêter de croire euh, que ça marche, tout simplement, parce que c'est pas vrai, et que ça a un sens, parce que ça n'en a pas. Un dernier point est que si vous mangez, entre guillemets, trop de graisse animale, et contrairement donc à un excès de glucides, eh bien, votre corps, comme je vous l'ai dit, il n'absorbera pas ces graisses. Il l'expulsera simplement par vos selles qui par conséquent peuvent être très liquides. Voilà, donc c'est un moyen quand vous suivez un régime carnivore de savoir si vous mangez suffisamment ou trop de gras. C'est tout simplement de regarder et de ressentir la consistance de vos selles. Si elles sont trop dures et trop sèches, c'est que vous ne mangez pas assez de graisse. Si elles sont trop liquides, c'est que vous en mangez probablement trop. Et si bah, vous êtes entre les deux, que c'est ni trop sec ni trop liquide, que c'est juste comme il faut, bah, c'est que vous mangez juste ce qu'il faut. Maintenant, pour notre super assiette standard, on va voir maintenant le deuxième pilier qui est réparer, reconstruire et récupérer avec donc grâce à des nutriments de qualité et des nutriments biodisponibles. Donc, la nourriture que nous consommons avec les sources de nourriture avec les sources de nourriture de qualité,
a un énorme impact sur la capacité d'absorption des nutriments par notre corps. Par exemple, le zinc, il est primordial pour la production de la testostérone. Le fer est très important pour fournir l'oxygène aux muscles, aidant la prise de muscles et leur récupération. Et le magnésium, il est crucial pour supporter la production de muscles et d'énergie. Or, l'acide pythique, Pythique, présent dans de nombreuses nourritures actuelles, majoritairement dans les céréales ou pseudo-céréales telles que le blé, le riz, le sarrasin, etc. Eh bien, cet acide pythique, il, il empêche l'absorption du zinc, du fer et du magnésium. Donc, en gros, si vous mangez des pâtes avec vos huîtres à Noël, vous n'absorberez pas le zinc présent dans les huîtres. Euh, donc en fait, on en revient au système de calories consommées versus calories dépensées. C'est là où c'est complètement stupide, parce que vous voyez bien que ce n'est pas ce que vous consommez qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui est absorbé. C'est pas parce que vous avez pris du zinc, du fer, du magnésium ou même des protéines, que c'est pas parce qu'elles sont passées dans votre bouche et que vous les avez avalées que votre corps va les absorber. C'est encore toute une chose différente. Et donc, il y a certaines choses qui bloquent l'absorption de certains nutriments et de certaines choses très importantes pour notre corps. Ça s'appelle des antinutriments et ils sont présents à peu près partout. Et donc, ben, voilà, ce qui compte, c'est ce que votre corps va absorber pas ce que vous avez mangé en tant que tel. Parce que c'est bien d'avoir mangé beaucoup de protéines, mais s'il y en a que un tiers qui est absorbé, ben, vous avez juste gâché 70% de ce que vous avez mangé n'a pas été utile, quoi. De plus, les lectines, dont on a parlé tout à l'heure, elles causent aussi la perméabilité intestinale, menant notre corps à créer des anticorps contre ces lectines, mais aussi contre d'autres molécules y ressemblant. Y ressemblant donc à ces lectines, mais qui sont quant à elles saines pour notre corps, et c'est concrètement ce qui déclenche les maladies auto-immunes et aussi des douleurs, par exemple aux articulations ou en bas du dos, etc. Voilà, donc les lectines, c'est vraiment pas du tout nos meilleurs amis. Donc, cette assiette supposément saine, eh bien, en réalité, elle n'est absolument pas bonne, ni pour la réparation, ni pour la reconstitution de vos muscles et de vos tissus, ni même pour leur récupération, bien que ce soit le type bien que ce soit le type de plat entre guillemets sain que la majorité des gens recommanderaient aux autres. Ce plat, il est contraire aux performances athlétiques en ce sens. De plus, les plantes qu'on nous dit de manger, elles produisent des antinutriments, comme je l'ai dit, qui eux aussi perturbent l'absorption des nutriments par votre corps. Si vous mangez de la viande avec des légumes, vous n'allez pas absorber tous les nutriments présents dans la viande, en plus du fait que votre système digestif n'est pas fait pour absorber les nutriments et vitamines présents dans les plantes, comme le fer présent dans les épinards, par exemple. C'est pas parce que vous allez manger 1 kilo d'épinards, bien que les épinards soient riches en fer, il y a des antinutriments dans la plante qui vont faire que vous n'allez pas absorber beaucoup de fer du tout simplement parce que la plante, eh bien, elle n'a pas envie d'être mangée, puisqu'elle elle aussi, elle a envie de prospérer. Donc, eh bien, elle fait exprès de se rendre moins biodisponible, tout simplement pour que les potentiels prédateurs ne voient aucun intérêt à la consommer, puisque ça ne leur apporte aucun bénéfice. La viande est tout simplement la source de nourriture la plus riche et la plus dense en nutriments essentiels pour l'homme sur cette planète. Il n'y a pas une source de nourriture
meilleure, plus riche et plus dense en nutriments et en vitamines essentielles pour l'homme, sur cette planète que la viande. Le fait est que lorsque n'importe quel animal mange le régime alimentaire adapté à son espèce, comme nous en avons déjà parlé, il est en meilleure santé quoi qu'il arrive, et cela passe par regarder à quel point les nourritures consommées sont efficacement utilisées par leurs organismes, ce que l'on appelle donc la biodisponibilité, et on cherche à savoir si elle est élevée ou faible. Et nous avons constaté cela pour tous les animaux vivant sur cette planète, et il n'y a aucune raison que ce soit différent pour l'homme, bien sûr. Donc, si nous revenons à notre assiette, la nourriture la plus riche en nutriments est le poulet, mais à cause des pâtes et des légumes, la majorité des nutriments de ce poulet ne seront pas absorbés par votre corps. Donc, globalement, bah, vous allez gâcher votre argent. Tout simplement, vous allez juste prendre des calories, super, mais comme les calories ne comptent pas, bah, on s'en fiche un peu. Et vous allez prendre très peu de nutriments, ce qui peut, sur le long terme, coûter, assez cher. Enfin, pour le, 3 pilier qui est donc, l'énergie, sur commande, hein, cette énergie, illimitée, eh bien, l'énergie, vous le savez, c'est important, c'est une composante très importante, pour n'importe quel athlète. Voilà, un athlète, il a besoin d'énergie pour performer. Mais que ce soit un athlète professionnel ou un athlète amateur, hein, bien sûr, il y a un besoin, nécessaire, il y a un besoin tout simplement en énergie, sinon, bah, vous pouvez pas faire de sport, ça paraît assez, logique. Et bien, les bodybuilders, ils vont dire qu'ils ont besoin de glucides pour pouvoir, soulever de fortes charges, et les athlètes faisant de l'endurance, longue durée vont dire qu'ils en ont besoin pour pouvoir tenir sur la distance, et doivent ainsi prendre des gels ou des barres au cours de leurs épreuves. Or, les athlètes d'élite, ils peuvent stocker au maximum 10 000 kilojoules d'énergie grâce au glycogène stocké dans les muscles et dans le foie, ce qui n'est pas beaucoup. Et d'où le fait de devoir se réapprovisionner en cours de route lorsqu'ils sont en train de produire leur effort. Sauf que, pour un athlète étant adapté, aux cétones, eh bien, il peut stocker jusqu'à 150 000 kilojoules d'énergie grâce aux graisses, soit globalement 15 fois plus que les autres, ce qui donne un avantage assez conséquent le jour de la compétition, bien sûr. Alors en fait, les athlètes qui consomment des glucides, c'est pas qu'ils n'ont pas ces stocks d'énergie de, jusqu'à 150 000 kilojoules. Ils les ont, ces stocks d'énergie de graisse, puisque eux aussi ils ont de la graisse. Hem le seul problème, c'est qu'à cause de leur alimentation, à cause de leur, résistance, à l'insuline, de leur taux d'insuline élevé, et cetera, à cause des lectines, à cause de toutes ces choses, eh bien, en fait, ça empêche ces athlètes d'utiliser et d'accéder à cette source d'énergie, surtout si en plus ils se réapprovisionnent avec des glucides pendant leur effort. Là où ceux qui sont adaptés aux cétones ou aux graisses, eh bien, eux peuvent directement accéder à ils peuvent accéder au stock, pardon, de glycogène en premier lieu, et puis une fois que ça c'est bon, eh bien, ils peuvent passer, sur les stocks de graisse sans avoir donc à prendre des gels ou autre chose. Une chose qui est importante à savoir tout de même, c'est que l'adaptation aux graisses de votre corps lorsque vous transitionnez vers un régime cétogène et pour atteindre l'état de cétose, c'est un processus qui prend du temps. Chez certaines personnes, ça peut prendre jusqu'à, 6 mois, et dans les prochaines semaines, peut-être dans les prochains mois, il y aura d'ailleurs un épisode du podcast à ce sujet, au sujet donc, de l'adaptation aux graisses. Voilà, parce que c'est un sujet, qui reste, assez, important. Donc, les glucides sont une source d'énergie
insuffisante, en plus d'être pauvre en nutriments et de bloquer l'absorption des nutriments d'autres types, de nourriture. Donc, la solution, c'est de manger de la viande rouge, puisque la viande rouge, elle contient tous les nutriments essentiels à l'homme, et tous ces nutriments et vitamines sont extrêmement biodisponibles, donc elles sont très bien, enfin tout ça est très bien absorbé par votre corps. Ce qui fait, la différence, ce n'est pas le nombre de calories, c'est pas la quantité de calories que vous allez ingérer, mais c'est bien ce que vous mangez, le type de nourriture que vous mangez. Et pour rappel, la viande rouge, heu, alors après voilà, c'est quelque chose, que j'ai appris récemment. La viande rouge, c'est, désigné comme étant une viande qui provient de mammifères. Donc, ça veut dire que, par exemple, donc vous le savez bien évidemment, le bœuf, la vache, c'est de la viande rouge, mais par exemple, le porc, c'est aussi de la viande rouge. En fait, c'est aussi considéré comme de la viande rouge, étant donné que le porc est un mammifère. Bien que donc ce soit très différent du bœuf puisque le porc bon déjà en termes de couleur, le porc c'est beaucoup plus rosé que, le bœuf ou la vache, mais surtout en termes de cuisson, une vache, enfin de la viande de bœuf ou de vache, vous pouvez, la manger crue, vous pouvez la manger saignante, à point, bien cuite, alors que la viande, de porc, c'est, généralement, recommandé, et il vaut mieux pas jouer avec ça. Voilà, c'est généralement recommandé de, la cuire jusqu'au cœur, qu'elle soit bien cuite à chaque fois. Mais il n'en reste pas moins et moi je pensais à tort donc que la viande de porc c'était de la viande blanche, mais en fait non, c'est de la viande rouge. La viande blanche, c'est, tout ce qui est volaille notamment, donc le poulet, le canard, les oies et cetera. Et donc les moutons, les agneaux, la vache, tout ça, le porc, c'est aussi de la viande rouge. Quand on suit un régime cétogène, eh bien, on n'a pas constamment faim, contrairement à quand on mange des glucides. Alors, j'exagère un peu les traits en disant qu'on a constamment faim quand on mange des glucides, euh, mais surtout quand la faim est ressentie, quand on suit un régime cétogène, eh bien, elle s'évanouit au bout d'une dizaine de minutes et pour plusieurs heures. Contrairement à possiblement à quand vous consommez, un régime avec des glucides, des céréales et cetera, où dès que vous avez les gargouillements et la faim, elle peut vous durer, plus d'une heure et ne jamais vous quitter jusqu'à ce que vous mettiez quelque chose, dans votre estomac. Mais surtout, en fait, vous avez faim à chaque fois que vous avez un crash, d'insuline. Puisque vous allez manger, votre insuline va, drastiquement augmenter, puis à un moment ça va crasher et puis au moment de ce crash, bam, là vous allez avoir faim et donc potentiellement vous allez manger, ça va refaire la même chose, blablabla et vous faites ça. Vous prenez votre petit déjeuner, vous prenez un petit encas à 10 heures, vous prenez un repas à midi, vous prenez un petit 4 heures, vous mangez, le soir et puis voilà, vous avez mangé, 5 repas, enfin 5 fois dans la journée, et vous pensez souvent à manger, vous avez faim et cetera. En régime cétogène, c'est quand même beaucoup moins le cas et en outre, même si vous ne consommez pas de glucides, votre corps, il est en mesure de produire son propre glucose pour l'envoyer dans vos muscles sous forme de glycogène plus efficacement que si vous prenez un gel, par exemple, heu et ce glucose aussi, bien sûr, il sert à votre cerveau, puisque certaines zones de votre cerveau ont besoin de glucose et même si, il me semble que c'est 70 de votre cerveau qui a besoin des cétones, hein, qui fonctionnent très bien avec les graisses.
Il y a certaines zones qui fonctionnent avec le glucose, mais grâce à la néoglycogénèse genèse, eh bien, vous allez être en mesure enfin, votre corps va être en mesure de créer son propre glucose pour alimenter le cerveau, les muscles et cetera, comme il le souhaite. Donc, on peut se demander, en fait, quel est le but de consommer, ces nourritures, tous ces glucides et cetera là, qui n'ont aucun bénéfice, ni pour votre corps, ni pour votre santé. Donc, il suffit simplement de manger un gros steak de bœuf bien marbré pour avoir, les 3 piliers correctement. Heu, voilà. Enfin, on va donc, terminer cet épisode, ce deuxième épisode sur, la nutrition et le bodybuilding. Heu, pour ceux qui n'ont pas le temps, d'écouter des podcasts ou des livres audio, notamment à cause d'un emploi du temps chargé, il est possible notamment de le faire à la salle pendant vos séances. Heu, voilà, vous faites votre séance, donc vous faites du bien à votre corps et en même temps, vous apprenez des choses, grâce au podcast ou grâce, à votre livre. Voilà, c'est juste, une très bonne, une bonne manière d'investir votre temps, si vous n'en avez pas beaucoup. Peut-être, voilà, pour écouter, justement, le podcast des 4 piliers et puis bien sûr, concernant le bodybuilding, quoi qu'il arrive, Heu et bien, même si vous choisissez de manger des glucides ou que vous choisissez, une meilleure voie comme le régime, carnivore, quoi qu'il arrive, et bien, vous allez, avoir besoin de régularité comme d'habitude, faire plusieurs séances par semaine, de musculation. Il faut pas non plus oublier, de faire de l'endurance. Il y a des épisodes du podcast, qui vont, arriver prochainement, toute une série sur, la santé physique, hein. Ce sont les épisodes, avec une miniature, jaune, voilà, sur tout le sport, que faire, pour, selon vos objectifs, comment vous organiser, mais voilà. Il faut, manger, heu de manière, adéquate. Bien sûr, il faut manger un régime, plus adapté, à notre, espèce que ce qu'on veut nous faire croire, qui est adapté de nos jours à notre espèce. Hem Afin tout simplement de donner, à votre corps les nutriments, les vitamines dont il a besoin, pour réparer les muscles, pour fonctionner tout simplement et pour, vous donner, l'énergie nécessaire, à vos performances, physiques et voilà en termes d'entraînement, alors oui, on parle de bodybuilding, mais concrètement, même si vous n'avez pas envie d'être un bodybuilder, voilà, il faut quand même aller à la salle, il faut quand même, soulever, des charges, ne serait-ce que pour, continuer à activer vos muscles et cetera, pour, des tâches du quotidien. Parce que au plus vous allez vieillir, au plus votre masse musculaire risque, de décroître et elle décroît d'autant plus vite que vous ne faites pas de sport. Et il me semble que c'est à partir des 40 ans, quand vous commencez à avoir dépassé, l'âge de 40 ans, eh bien, au plus vous ne faites pas de sport, donc au moins vous faites de sport, au plus vous allez perdre rapidement de la masse musculaire, ce qui est franchement pas optimal, dans l'optique de votre fin de vie. Parce que après, si vous galérez à simplement porter des assiettes, à aller chercher des objets en hauteur, ouvrir des placards en hauteur et cetera, ben, c'est quand même, assez contraignant quand même, sur le long terme. Donc chaque semaine, il faut aller à la salle, idéalement pour maintenir votre masse musculaire et pour commencer à un peu la développer, mais c'est surtout pour la maintenir. Il faut faire à minima, 10 séries, de travail par groupe de muscles par semaine.
et idéalement, il faudrait en faire plus 15. Donc ça veut dire que vous allez devoir faire au moins 2 si ce n'est pas 3 ou 4 séances par semaine. Peut-être 3, en 3 séances, ça peut être fait. Et après, encore une fois, ça dépend largement de votre, de votre plan d'entraînement, hein, de ce pourquoi vous voulez vous entraîner. Est-ce que c'est l'hypertrophie? Est-ce que c'est la force? Est-ce que c'est la puissance? Est-ce que c'est la vitesse? Est-ce que c'est autre chose? Voilà, mais tout ça, donc comme je l'ai dit, on en parlera bien plus en détail dans les prochaines semaines et les prochains mois sur le podcast des 4 piliers. Comme d'habitude, voilà, cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir écouté, de continuer de suivre le podcast des 4 piliers. Je vous remercie pour votre attention, pour votre temps et pour votre intérêt dans la science et pour votre santé. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi à 18 h, pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Et je vous souhaite une excellente journée.